Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. Troisième semaine de compétition et donc troisième débriefing pour notre équipe de podcasters qui est avec moi ce soir. On va parler des retournements de situation, des bonnes surprises, des déceptions. Dans cette troisième semaine, il y a eu largement de quoi faire. On a eu des résultats plutôt surprenants. On a eu des matchs qui se sont joués à la dernière seconde. Ça a été assez spectaculaire comme semaine de compétition. Pourtant, sur le programme, c'était pas forcément la plus alléchante, mais comme quoi, même dans les matchs les moins alléchants, se cachent parfois des petites pépites. Pour en parler pendant toute cette heure qui vient devant nous, mon équipe habituelle de podcast, avec mon Seb qui est en 3-0 avec ses 49ers, mais qui a perdu Nick Bossa, on en reparlera. Salut mon Seb, comment ça va ? Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Comme tu l'as dit, une soirée à rebondissement encore hier soir. Je trouve qu'on a été sacrément gâtés lors des matchs de première partie de soirée, des matchs de 19h, qui sont pourtant d'habitude pas les plus qualitatifs ou les plus grosses affiches. Là, on a eu de tout. On a eu des comebacks, on a eu du field goal bloqué, on a eu de l'interception relancée pour des touchdowns. Bref, il s'est passé plein de choses. On va faire un petit peu le tri dans tout ça et on va débriefer. Comme d'habitude. Celui qui pensait être en 3-0, mais en fait, non, c'est juste il s'était trompé dans l'ordre des chiffres. Mon Yaya, salut, comment ça va ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, sauf à ceux qui sont pas en 0-3. Voilà. Autant dire beaucoup de nos auditeurs. Oui, et notamment un bonjour spécial à Wake, du coup. Voilà, qui n'est pas en 0-3. Mais... Oui, mais bon, il mérite. Il a le mérite d'être un 0-3 parce que son équipe devait gagner la division. Je pense pas qu'il a gagné. Voilà. On ne comprend rien à ce que dit Yaya, mais vous êtes habitués maintenant, donc c'est pas très très grave. Mon Vince, avec les Broncos, qui s'est fait une spécialité de perdre dans les dernières secondes. Salut mon Vince, comment ça va ? Salut à tous, salut à toutes. Bah, ça va, très très bien. Comme l'a dit Seb, très très bon Red Zone hier. On s'est régalé, énormément de choses, très passionnant. Tous les matchs, même les matchs de 22h, il y a eu vraiment de très très belles choses qui se sont produites. Mais effectivement, les 4 derniers matchs, les 4 matchs de la fin de Red Zone de 19h ont été vraiment particulièrement incroyables. Ça va mon Yaya ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Il y a Yaya qui commence déjà à partir dans je ne sais quel délire. Alors Dieu merci, vous n'avez pas encore les caméras, c'est en projet. Peut-être que bientôt sur YouTube on mettra les rediffusions avec caméra. Et avec le chat interne, il faudrait. Oui, il faudrait qu'on intègre le chat interne. Je vous préviens que vous allez voir The Playoff d'une autre manière. C'est très clairement. Parce que au final, Seb, toi et moi, on est sages, mais c'est Yaya l'élément perturbateur. C'est clairement. Le garçon dissipé de la classe, il est là, on le sait tous. Oui. Et d'ailleurs, c'est le cancre, c'est celui en 0-3, donc voilà. T'es avec moi, je te rassure, t'es avec moi, mon grand. Oui. Et ça ne durera peut-être pas longtemps. Bref, nous en parlerons plus tard. Ça fait juste que depuis 2010 que vous êtes médiocre. Commençons par parler des Eagles. Les Eagles qui recevaient les Rams de Saint-Louis, j'allais dire. Non, les Rams de Los Angeles. Ça fait un petit moment qu'ils ont déménagé. Maintenant, on va peut-être falloir se mettre à la page. Les Rams de Los Angeles, donc, face aux Eagles. Les Rams, Seb, qui avaient extrêmement bien commencé ce match, qui menait nettement au score, qui avait presque tout bien fait dans cette première mi-temps. Mais oui, voilà, les Eagles sont champions en titre. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, comme tu l'as dit. Du côté des Eagles, grosse inquiétude en attaque, quand même en première mi-temps. 33 total yards en 2 quarts-temps de football, dont un magnifique moins 1 yard par les airs. C'était leur plus petit rendement depuis 2015. Et ça entraîne quoi ? Ça entraîne de la frustration dans le club et frustration du public, puisqu'on a clairement entendu le public de Philadelphie faire part de tout son amour pour son club durant... la mi-temps, voilà, en particulier, quand on a sifflé la fin du deuxième quart-temps et que les équipes sont rentrées dans le tunnel, on a pu entendre ce déferlement d'amour et d'admiration descendre des tribunes de Philadelphie. Les Rams, au contraire, en première mi-temps, c'est 212 total yards et ils marquent également sur un fumble provoqué par Jared Verse très tôt dans le match. On a l'impression qu'ils se lancent dans un match vraiment plein et au final, ils vont perdre sur des détails.
des 4e downs non convertis, 2 occasions non converties pour des TD dans la red zone, toujours dans cette première mi-temps, mais surtout, il y aura 2 field goals bloqués, dont un qui sera crucial. On va y revenir, je pense, un petit peu plus tard lors de cette chronique. Les Eagles, en revanche, du coup, ils ont réussi leur plus gros comeback depuis 2010, en semaine 15. C'était le Miracle at Meadowlands 2 que tu dois bien connaître, n'est-ce pas, Yaya? Et du côté statistique, du coup, ça donne quelque chose d'un petit peu mitigé. Jalen Hurts, 21 sur 32, 226 yards, 3 touchdowns, il ajoute 40 yards et un touch, chose vraiment à dire sur Hurts. Je trouve que sur ce match, il a vraiment endossé son costume de leader. Je l'ai trouvé beaucoup plus, investi dans le jeu qu'habituellement. Je ne sais pas à quoi ça tient, mais j'ai trouvé un changement d'attitude chez lui. Il a joué comme capitaine de l'équipe championne et MVP du Super Bowl, et ça s'est vraiment ressenti. Par contre, je me demande vraiment pourquoi ils ont mis autant de temps à investir A.J. Brown dans le jeu. Il finit avec une belle ligne de stats, 6 réceptions, 109 yards, 1 touchdown, mais il voit pas ses premiers ballons avant un sacré bout de temps, et je m'interroge vraiment sur son utilisation dans ce club actuellement. Il faut préciser que les Eagles ont perdu en début de match aussi Lane Johnson sur la ligne offensive, ce qui est pas rien non plus dans le jeu des Eagles. Et c'est vrai que peut-être que ça a aussi déréglé leurs automatismes offensifs en première mi-temps. Mais tu l'as dit, la première mi-temps a été catastrophique offensivement. On était arrivé dans cette troisième semaine avec beaucoup de questions, notamment sur l'attaque aérienne des Eagles. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sur la première mi-temps, n'a pas été rassuré du tout du rendement. Et puis il y a eu ce changement, il y a eu ce fumble perdu par Jalen Hurts, il y a eu le touchdown de Kyren Williams qui a fait une très bonne aussi première mi-temps pour les Rams. Et derrière, Vince, on a l'impression qu'il y a vraiment eu un changement de momentum. Les Eagles menés se sont dit, c'est le moment de passer la surmultiplier et d'aller chercher cette victoire, quoi. Mais c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le choix pour aller la chercher. Il fallait bien se révolter à un moment donné, il fallait mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, et ils ont décidé de le faire à un moment donné où, effectivement, ils étaient dans la panade jusqu'au cou. Parce que clairement, personne ne les voyait gagner vu ce qu'ils ont proposé en première mi-temps. Pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé en première mi-temps, la perte effectivement du garde, comme tu l'as dit, a provoqué notamment, parce qu'en fait c'est le garde côté droit, donc du mauvais côté du lancer dans le dos de Jalen Hurts, et il se prend une cartouche à un moment donné, là en première mi-temps, je crois que c'est en tout début de deuxième, mais alors il se prend quelque chose, je crois que c'est sur son fumble d'ailleurs, mais alors c'est incroyable la cartouche qu'il prend. Et là, ils se retrouvent sans voix, ils ne font rien du tout, ils finissent ce quart-temps complètement abattus, aucune réaction. Et il renchaîne en deuxième mi-temps avec un troisième quart avec 14 points et un dernier avec 12 points. Mais c'est vrai que les Rams, eux, ont eu la trajectoire complètement inverse, avec le plein de confiance sur les premiers quarts. Tu as parlé, Kyren Williams fait quelque chose, fait du très gros chantier, surtout en première mi-temps. Il finit avec 94 yards pour 160 en tout au sol de la part des Rams. Chose qui, soit dit en passant, contre la défense au sol des Eagles, c'est quand même à noter, les 160 yards au sol des Rams. Et par contre, du côté des Eagles, ce qui a changé, Seb l'a dit, et je tiens vraiment à le souligner, c'est A.J. Brown. A.J. Brown a été clutch comme il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça. Notamment, je pense à un catch qu'il fait en milieu de quatrième quart, quand ils sont sur leur ligne des 10 yards quand il lance le jeu, il fait un catch pour une 3e et 8, un truc comme ça, il prend la balle, il arrive à mettre 2 raffus et à avancer. Pour moi, c'est le tournant du match. S'il se fait plaquer là, il punt, le match est fini, quasiment. Ils arrivent au contraire à renverser la tendance et à faire un drive de fou. Ça remet les Eagles dans le match, et c'est à partir de là qu'on arrive à ce scénario de fou en fin de match avec ce punt contré qui amène à une course d'un TGV bulldozer, field goal contré, qui arrive à une course d'un TGV bulldozer comme rarement on a vu. Un mec de 150 kg qui court 30 km/h, c'est pas commun tous les jours. Encore une fois, les athlètes du foot US, c'est quand même quelque chose. Donc un match de fou, un match de malade. Et puis
quand même à noter aussi, à la toute fin du match, quand justement il y a cette course et ce touchdown sur une unité spéciale, le zoom sur Jalen Hurts et veut vraiment dire ce qu'il veut dire. On voit Jalen Hurts qui ne célèbre même pas, qui se dit clairement, ouais, celle-là, on n'est vraiment pas passé loin de la perdre. On voit qu'il ne célèbre pas, qu'il est concentré et qu'il est vraiment focus sur ce qu'il a fait et ce qu'il peut faire de mieux, parce que oui, les Eagles peuvent faire beaucoup mieux. Mon Yaya, on a parlé beaucoup des Eagles, parlons aussi un peu des Rams, parce que on a trouvé Los Angeles plutôt bon. Défensivement, ça a bien tenu pendant un long moment. Sur le jeu de course, ça a été plutôt performant. Ce qu'il a peut-être manqué à Matthew Stafford et aux Rams, justement, c'est la précision de Matthew Stafford en red zone. 4 voyages dans la red zone, une seule convertie, et à chaque fois qu'ils arrivaient dans les derniers yards, on avait l'impression que les passes devenaient très imprécises, les choix étaient un peu bizarres. Est-ce que finalement les Rams se sont pas un peu battus tout seuls? Il y a de ça. Après, il ne faut pas oublier non plus que c'est un début de saison, que tout le monde n'est pas au top de sa forme. Et puis, il faut aussi mettre crédit à la défense qui fait aussi des ajustements par rapport à ça. Donc oui, c'est vrai qu'ils le perdent sur la red zone. On sait que c'est des moments clés dans les matchs, surtout face à une équipe qui est sûre de sa force comme Philadelphie. Mais si tu scores pas quand tu dois scorer, ça devient vite compliqué. On a eu, alors t'en as vaguement parlé, Seb, tout à l'heure, t'as dit qu'on y reviendrait, donc on va y revenir. Il y a quand même eu 2 énormes occasions, Seb, pour les Rams de tuer le match, hein, puisque avant qu'il y ait ce 33-26, donc les Rams sont menés 26-27, ils sont en position de field goal pour gagner, hein, sur la sirène, sur le buzzer. Et là, Carty se fait contrer. Le touchdown est ensuite remonté, le ballon est ensuite remonté pour touchdown. Il y a une vraie faiblesse de l'équipe spéciale et de l'unité de coup de pied des Rams dans ce match-là, parce que c'est déjà le 2e field goal qui est bloqué. Alors, certes, les Eagles jouent bien le coup, mais il y a quand même déjà un long snap qui est quand même pas très bien donné, le holder qui doit replacer complètement le ballon, et du coup ça donne le temps à l'unité spéciale de Philadelphie de faire ce gros jeu. Alors, les équipes spéciales des 2 côtés, il y avait des choses qui étaient pas très très catholiques. D'une part, tu l'as dit, ces problèmes sur les field goals pour les Rams, mais du côté de Philadelphie, il y a un moment, il va falloir apprendre à capter les ballons sur les kick-offs, parce que très souvent au cours du match, ils se sont retrouvés avec des positions de départ aux limites de l'infernal. Tout ça parce que tu as un relanceur, Tank Bixby, hein, notamment à plusieurs reprises, qui jongle avec sa balle et qui soit se fait plaquer dès qu'il en a la possession, ou au mieux qu'il la recouvre. Donc il y a quand même un gros problème là-dessus, et c'était, moi ça me paraît être quand même un sacré signe de fébrilité. On va revenir à ce dernier ultime field goal bloqué, et qui est le dénouement du match. Jordan Davis, homme du match. Je veux rien savoir sur cette rencontre, parce que il y a ce field goal bloqué relancé pour un touchdown, et alors moi j'adore ça. Enfin, quand j'en suis à crier devant la télé run big man run, c'est que ça me plaît, hein. Et surtout cet homme-là, 5 plaquages, un sac, un hit, et il fait aussi plutôt dans le match un stop sur Kyren Williams, oui, sur un 4e down qui est crucial, parce que ils le convertissent, les Rams. Le match a plus la même physionomie. Donc voilà, Jordan Davis pour moi, homme du match, qui non seulement a su faire les jeux quand il fallait, mais en plus qui a enterré tout espoir de victoire des Rams. Bravo à lui. Et puis ce type d'action de la part d'un big guy, on les voit pas souvent. Donc c'était vraiment cool. Oui, mon Yaya, et après Vince. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais louer le coaching staff et notamment Nick Sirianni, qui a su gagner le match et changer beaucoup de choses à la mi-temps pour changer la physionomie du match. Je dis souvent du mal de cet homme-là, donc là c'est l'occasion. Donc voilà. Oui, il va DG. Mon Vince, tu voulais dire quelque chose?
Oui, j'ai oublié. Non, deux choses. Il y en a une dont je me souviens, donc je vais le dire. Le touche-push commence vraiment à créer des problèmes au niveau de l'arbitrage. On voit de plus en plus de petits ralentis. Alors, je ne vais pas critiquer les arbitres parce que c'est quelque chose qui est très, très, très difficile à arbitrer. Donc, je ne vais pas le critiquer. Mais je pense que ça peut mettre du grain à moudre dans l'idée de l'interdire, dans le sens où c'est tellement compliqué à arbitrer. De toute façon, à mon avis, c'est la dernière année qu'on le voit, très clairement. Là, c'est très très compliqué. La semaine dernière, c'était 4 joueurs qui étaient offside dès le départ du ballon. Là, c'est un joueur qui part clairement devant. Attention, par contre, je ne dis absolument pas que les arbitres favorisent les Eagles. Ceux qui disent ça ne voient pas tous les matchs, je pense. Non, oui, parce que, alors notamment parce que ça fait beaucoup parler, alors on va en parler rapidement, sur le taunting qui est donné à Puka Nacua, qui à un moment montre la end zone et flex vers la end zone. Il faut savoir que les Eagles ont été sanctionnés exactement de la même chose. Je crois que c'était contre les Chiefs en plus. Il y a eu taunting pour mais la même situation où je ne sais plus quel receveur avait fait exactement le même geste et avait montré la end zone et il avait pris un taunting aussi. C'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, c'était dans cette saison 2025. C'est juste les règles du taunting qui sont un peu plus sévères cette année. Les arbitres qui appuient dessus. Mais je pense pas là clairement que ce soit un favoritisme envers les. Déjà, j'ai jamais été partisan du favoritisme des Chiefs. Je ne le serai pas plus quand il s'agit des Eagles. Il y a des règles d'arbitrage et elles sont plus ou moins respectées, mais ça c'est un autre débat. À l'antenne, tu veux dire, parce que on sait que tu prends des faux comptes tels Kevin Durant pour troller tout le monde. Et je voulais dire, avant que Yaya n'interrompe devant cette fabuleuse diatribe, que effectivement, quand on regarde les stats, 4 sacs pour Jalen Hurts, ça peut sembler beaucoup, mais bizarrement, il n'y a que 4 QB hits. Donc il faut savoir que la ligne a quand même fait son job. Il n'y a que 4 QB hits, ça mène à 4 sacs. Mais la ligne offensive des Eagles a quand même fait son job. Les amis, donc victoire des 33-26 des Eagles de Philadelphie qui restent invaincus dans ce début de saison et qui sont bien évidemment en tête de la NFC Est, mais il faut dire qu'à part les Commanders, la concurrence n'est pas très rude. On passe maintenant aux Browns de Cleveland qui recevaient les Packers de Green Bay. Alors, on s'est dit, bon, Packers, Browns, normalement, ça devrait passer, ça devrait plutôt bien se passer pour les Packers. On se disait encore plus ça sans doute quand les Packers menaient 10-0 on devait être au début du 4e quart-temps, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Oui, mais voilà, à ne pas tuer le match, les Packers se sont mis en difficulté, mon Yaya, et ont fini par céder. Bah, tu as dit ce qu'il fallait dire. Voilà, ils n'ont pas tué le match. Allez, on passe à quelqu'un d'autre. On va passer au suivant. Non, mais en fait, ils n'ont pas réussi à emballer le match et à faire le break. Bah, du coup, ils sont pas une petite 4 du coup. Exactement. Ils sont restés à la merci de Browns accrocheurs. C'est toujours compliqué d'aller jouer à l'extérieur. Et ben du coup, ils sont restés dans le match. Ils ont été disciplinés et ils ont avancé. Donc du coup, c'est un match qui finalement où Jordan Love n'a pas été grand maître. Il fait 18 sur 25, 183 yards, un touchdown, mais également une interception. Et il se fait saquer 5 fois, quoi. Et il y a surtout, alors je vais quand même en parler. Alors c'est assez bizarre comme stat, mais il y a quand même 14 pénalités contre les Packers. Pénalisé 14 fois les Packers. Alors, pour moins de yards que les Browns, parce que 75 yards contre 90. Mais n'empêche que ça montre une espèce de fébrilité, cette indiscipline des Packers, qui montre aussi que la défense a mis sous pression la défense des Browns a mis sous pression ces Packers. Question très simple, mon Vince. A-t-on vu les Packers trop beaux? Non, je pense pas. Eux se sont-ils vus trop beaux? Peut-être qu'ils ont pris ce match un petit peu trop facile. Après, ils sont tombés contre une défense des Browns qu'on sait rugueuse. Je pense que les Browns vont être assez accrocheurs quand même cette année à domicile. Ils vont essayer Et puis c'est un duel de division. On sait très bien que la rivalité entre les deux équipes. Donc pas du tout de division.
Bah, je sais pas. Non, c'est pas du tout. En plus, ils sont pas du tout géographiquement, ils sont pas à côté. Bah, Non, Ils sont pas très très loin. Oui. Bon, tu sais, à l'échelle du monde, ils sont pas très très loin, tu Je sais vois. pas, j'ai confondu avec les ours de Chicago, j'en sais Ils rien. sont tous les deux au nord, mais c'est pas dans le même. Mais c'est vrai qu'ils vont être rugueux, ils vont être âpres, ces Browns, ça se sent. On a quand même beaucoup de pression défensive qui arrive et assez fort. Moi, ce que je note beaucoup, c'est qu'en fait, il y a eu très très peu de first down dans ce match-là. 14 pour les Packers, 15 pour les Browns, c'est vraiment peu pour un match. Ça prouve aussi que les attaques ont eu beaucoup de mal à avancer, avec une efficacité en troisième tentative, mais très faible, 10 sur 18 pour les Packers et 4 sur 13 pour les Browns. Voilà, ça veut clairement dire que c'était un match défensif. On attendait les Packers en attaque, ils ont été contrés par cette très très belle défense. Myles Garrett a fait du Myles Garrett. 7 QB hits pour 5 sacs et 34 pertes de yards de pertes sur les sacs pour Jordan Love. Une intersection de chaque côté. Voilà, j'ai dit quoi? J'ai dit intersection. J'adore les intersections. Voilà, j'adore les panneaux stop et les céder le passage. C'est pour les tracés cross. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'on pense à enregistrer les podcasts NFL plus tôt dans la journée parce que en difficulté vise ce soir, je veux pas dire. Mais... Et après, bizarrement, il y a eu une belle. Le ballon a été bien distribué pour la course, puisqu'on a quand même Josh Jacob et Emmanuel Wilson qui font des assez bons matchs, somme toute, puisqu'il y a 30 yards et 25 yards pour chacun. Les Packers finissent avec un lead sur le total yard par rapport aux Browns, qui remportent quand même ce match. T'es pas exigeant? Non, mais ce que je veux dire, c'est que Josh Jacobs Josh Jacobs a 30 yards et 1,9 par portée. Ça a été réparti. Si toi t'appelles ça un bon match d'un running back. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Les 1,9 font mal, oui, mais ça a été réparti. Ils ont cherché des solutions. Ce que je veux dire, c'est que la défense des Browns a vraiment appuyé sur ce jeu au sol et ont su contrer tout ça. Vas-y Seb, je sens que t'es chaud. Non, parce que c'était le même argument que toi. Voilà, Jacobs, il fait 1,9 yards par de moyenne. Et Jacobs, il y a quelque chose, il y a un arbre qui cache la forêt. Jacobs, il a une moyenne de moins de 4 yards par portée depuis le début de la saison. Donc, le jeu au sol de Green Bay qui serait un rouleau compresseur, c'est quand même à modérer. Moi, je préfère voir le verre à moitié plein pour Cleveland. Cleveland, ils ont... Alors, attention, on va pas s'emballer, quand même, on sait jamais, mais ils ont peut-être trouvé une recette. Vas-y. Ils ont peut-être trouvé une recette. Ils ont peut-être trouvé une recette pour sauver leur saison cette année, avec une défense impitoyable, 5 sacs, 7 pressions engendrées, une interception qui sera décisive en 4e quart-temps, et une attaque qui fait le minimum syndical. Mais à la limite, si tu as une attaque qui marque 10 points, si tes adversaires ils en marquent 7 par match, ça fonctionne. C'est pas funky à regarder. C'est vrai que ce sera pas du grand spectacle, mais ça marche. Et puis il y a une bonne nouvelle tout de même offensivement pour eux, c'est le running back Quinton Jenkins, leur rookie, 94 yards en 18 courses. Là, m'en veut pas Vince, mais effectivement, ça ressemble à un jeu au sol. Là, ça ressemble à quelque chose. Donc une de 38 yards, une course de 38 yards en 4e quart-temps. Il avait rejoint le club très récemment parce qu'il y avait un problème légal autour de son contrat. Je crois qu'il y avait une dispute ou quelque chose comme ça, mais il pourrait, dans une attaque d'envergure modeste comme celle qu'on peut envisager à Cleveland, il pourrait avoir un vrai rôle de pilier. Donc Stefanski, il a peut-être là une recette qui peut fonctionner pour cette saison. Il avait déjà juste pour Quinton Johnson. J'arrive pas. Voilà, j'arrive pas. Ok, d'accord. Il y a trop de consonnes, trop de voyelles. Ok, d'accord. Il fait un grand match. Mais ce que je voulais dire sur les Packers, par rapport justement à Cleveland, c'est que les Packers ont essayé de trouver des solutions à côté. Ils ont essayé de distribuer et ils n'y sont pas arrivés non plus. Malgré ça, Cleveland a bien défendu. C'est ça que je veux dire. Alors que Cleveland n'a pas eu besoin de changer puisqu'il a fait un match de mammouth un peu, donc il a vraiment bien joué pour le peu de portée qu'il avait.
Alors Judkins, effectivement, c'était un problème en fait juridique puisqu'il était sous le coup d'une enquête. Alors je sais plus si c'est pour violence domestique ou chose comme ça. Et il me semble, je veux pas voilà. Mais enfin il y avait un problème juridique et donc du coup il lui avait pas signé son contrat tant que le problème était pas réglé et donc il l'a signé tardivement. Il avait fait une plutôt bonne entrée en jeu contre les Ravens et ensuite là il avait été promu pour la première fois running back titulaire avec du succès puisque c'est lui-même qui va marquer le touchdown pour égaliser à 10 partout. Et d'ailleurs, on parlait de l'interception de Jordan Love, elle est vraiment vilaine. Je veux pas dire, mais l'interception est moche. Le lieu de l'interception est moche parce qu'il est il donne le ballon dans ses 30 yards ou dans ses 20 yards. Enfin, moi, c'est vraiment, et puis elle est lancée sur Delpit, hein, pour le coup, c'est vraiment, l'interception est vraiment vilaine. Oui, mon Yaya? Moi, je voulais revenir sur ta question initiale. La première, celle sur les Eagles. Alors, du coup. Non, mais quand on parlait des Packers, moi je pense que c'est quelque chose qu'on va voir avec les Packers. Leur saison va pas être linéaire et ça fait 3 ans que c'est comme ça avec Jordan Love. Ça veut dire qu'il y aura des trous comme dans le fromage. Exactement. Et une saison gruyère. Exactement. Mais je pense que surtout c'est une équipe qui tant qu'elle n'aura pas trouvé ses certitudes, aura des sautes de concentration et je pense que ça vient de la jeunesse de la construction de l'effectif où la Jordan Love ça fait 3 saisons. Il y a Micah Parsons qui vient d'arriver, il y a McKinney qui était là que depuis l'année dernière. Moi je pense que il manque un petit vécu et il va falloir vite retrouver tout ça pour pouvoir justement c'est sur ces matchs-là qui doivent capitaliser, qui doivent montrer que c'est des champions. Même quand tu n'es pas bon, tu dois gagner. Et c'est ce petit palier qui leur manque pour aller chercher beaucoup plus haut que d'aller en play-off. Et je reviens sur ce que disait Seb sur la défense des Browns. Il faut rappeler que lors du premier match, ils perdent d'un petit point contre les Bengals. Et encore, les Bengals s'en sortent très très bien avec la victoire. Ils avaient encaissé que 17 points. Contre les Ravens la semaine dernière, certes, ils en prennent 41. Mais à la fin du troisième quart-temps, ils n'ont que 20 points dans la musette. Et à la mi-temps, il n'y en a que 10. Donc c'est pas non plus infamant contre Baltimore à Baltimore. Et là, ils tiennent les Packers à 10 points. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui sera capable de toute façon, qui va vivre sur sa défense, contrairement aux Bengals. Et c'est une équipe qui a cette force-là pour avancer dans la saison, ou au moins pour limiter les dégâts à tout le moins. Juste, après je te redonne la parole, mon Seb, et après Yaya. Juste un petit mot sur André Schmidt, le kicker, qui avait été moqué lors de son premier match face aux Bengals où il avait écouté la victoire clairement aux Browns de Cleveland et qui cette fois marque le coup de pied vainqueur. Comme quoi en 2 semaines on peut passer de 0 à héros, mon cher Seb. Alors c'était André Smith, c'était mon point et j'ai vu il y avait une super image dans les vestiaires des Browns à la fin du match où comme d'hab le coach qui met en avant les joueurs qui se sont mis en avant lors du match justement, et il parle d'André Smith et c'est David Njoku qui va le chercher parmi la masse des joueurs, qui le chope par l'épaule et qui le sort littéralement pour qu'il vienne se mettre au milieu du cercle des joueurs. C'était super chouette. Et sinon c'est vrai que tu as oublié de presser un petit quelque chose. En première journée ils ont perdu d'1 point face à la formidable défense des Bengals qui va les emmener au Super Bowl, n'est-ce pas? Sans aucun doute, mon cher. Si vous savez pas, regardez les résultats du week-end. Et puis on va les donner, les résultats du week-end. Oui, et puis on va les donner de toute façon. N'hésitez pas à réécouter notre podcast Overreaction de la week-end. Oui. Écoutez, alors, juste spoiler, il y a une personne sur cette séquence qui est la voix de la raison. Je vous laisse deviner de qui il s'agit. J'aime pas me mettre en avant. Le podcast Overreaction a déjà bien vieilli. Hein. Il a pris un coup de pelle ce week-end. C'était dur pour lui ce week-end. Bon, Yaya. Non, ce que je voulais dire, c'est que Cleveland, c'est peut-être pas l'équipe la plus talentueuse, mais ils savent qu'ils n'ont pas forcément le plus de talent en attaque, mais ils savent s'accrocher. Et en face, il y avait beaucoup plus de talent. Et ils ont peut-être un peu moins travaillé, donc voilà, c'est un peu comme les podcasts, ceux qui ont moins de talent et qui travaillent, et ceux qui ont plus de talent et qui travaillent pas, ça se voit. Voilà. Alors, merci.
Mais alors, Je tu vois, sais que je suis sur ce point-là, talentueux. et sur ce point-là, non seulement je suis d'accord avec elle, mais en plus, je voudrais rajouter un C'est truc, rare. c'est aussi comme ça que tu donnes une identité à ton équipe. Et Oui. là, sur ce match, leur identité, ils l'ont peut-être trouvée, celle d'une défense impitoyable, d'une attaque voilà, qui fait ok, c'est pas funky, ça a marqué 10-13 points, mais d'une défense tellement impitoyable qu'elle étouffe l'adversaire. Et ça serait, moi, je serais super content de les voir continuer sur ce chemin-là. On va passer victoire, on l'a oublié de le dire, du coup le score victoire 13-10 des Browns de Cleveland face aux Packers de Green Bay qui concèdent donc leur première défaite de la saison avant un match la semaine prochaine face aux Dallas Cowboys avec le retour de Micah Parsons face aux Cowboys. Ça va être particulièrement à suivre la semaine prochaine. On va passer maintenant beaucoup plus à l'ouest. On va aller du côté de San Francisco parce que depuis le début de la saison, on n'a pas parlé des 49ers de San Francisco dans leurs deux premières victoires contre les Seahawks et contre les Saints. Et là, ils jouaient contre les Cardinals dans un duel de division et dans un duel surtout entre équipes invaincues depuis le début de la saison, puisque les deux équipes se présentaient avec un bilan de 2-0. Un match qui a été certes pas le plus spectaculaire de la soirée, c'est le moins qu'on puisse dire, offensivement relativement poussif, mais une nouvelle fois, les 49ers s'en sont sortis avec une victoire à la dernière seconde grâce au kicker Eddie Pinheiro, qui a donc fait mieux que Jake Moody ces dernières semaines et ces derniers mois. Mon cher Seb, une troisième victoire. Alors, on va nous dire que seule la victoire est belle, puisque le contenu n'est pas forcément, encore une fois, fantastique. On est loin du match référence pour San Francisco, mais force est de constater qu'ils sont en tête de division et toujours invaincus. Eh bien, si j'étais quelqu'un d'optimiste, je te dirais que effectivement, on est 3-0, on a 2 victoires en division, on est invaincu et tout va bien. Mais je ne suis pas quelqu'un d'optimiste, je suis triste, dépressif, Comme tous les fans des 49ers. Et je m'enferme dans le noir pour écouter The Cure en pleurant. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne suis pas comme ça. C'est comme Aaron Rodgers. Sur la pied de Diams, Belle, faut que je te parle, tu vas rester seul dans le noir. Mon Dieu, les références musicales de ce podcast. Ah ouais, c'est terrible. The Cure, c'était bien. On est passé de The Cure à Diams en 10 secondes, j'ai même pas compris. Le palier de décompression est violent. Revenons-en au football. The Cure dans le noir, ça fait un cure-dent du coup. Oui, c'est vrai. Exact, voilà. Un cure-dent. Arizona y était presque, malgré tout. Leur tactique, c'était le ball control. Il y a presque 10 minutes de temps de possession en plus par rapport à San Francisco, et une défense qui reste en alerte. Et ça a presque réussi. Ils réussissent une interception sur Mike Jones en troisième quart-temps. Il y a Mac Wilson qui force une incomplétion de Christian McCaffrey en le contactant vraiment au bon moment sur une tentative de conversion de quatrième down. Il y a cette pénalité dans l'embut de San Francisco, un holding qui amène un safety pour les Cards. Et alors, comme pour les Rams, comme pour la défaite des Rams, ça va se jouer sur des détails. 2 drops de Marvin Harrison Jr., alors qu'il passe à compter de son match, 3 réceptions, 44 yards. L'un où il est en fantaisie. L'un où il est, mais seul au monde downfield, il n'y a pas un défenseur à 8 yards. Il a une balle sur la poitrine, il est arrêté. Il n'y a pas plus facile. Et il la lâche. Et puis une autre qui aura lieu dans l'embut. Il y a eu un drop d'Emari Demercado également dans les 10 yards de San Francisco. Il y en aura un autre de Zay Jones sur un troisième down. Et ce drop de Zay Jones, il va forcer un punt. Et ça va ouvrir la porte au comeback pour San Francisco. Donc, sur ce coup-là, on peut dire que l'attaque d'Arizona, elle n'a pas été très aidée par ses skills players. Il faut noter aussi que la perte de James Conner en cours de match, elle n'a pas dû aider. Trey Benson a fait au mieux, 11 courses et 42 yards. Et alors, j'ai pas trouvé la durée d'indisponibilité de Conner. Je sais pas s'il a été. Il est out saison. Il est out saison. Mais donc, alors, j'allais dire, ça ouvre pas mal de questions sur l'avenir de leur jeu au sol. Mais je persiste. Ça ouvre pas mal de questions sur l'avenir du jeu au sol d'Arizona, qui est quand même leur point fort et leur arme principale, puisque pour le moment, Marvin Harrison Jr. ne parvient pas à donner son plein potentiel. Et on sait que c'est une condition sine qua non pour que cette équipe puisse être à la hauteur de ses prétentions. Moi, je pense que vraiment, les Niners, ils gagnent ce match sur l'expérience d'une partie de leur effectif. Les blessés commencent à s'accumuler. Purdy Jennings Kittle était absent. Joey Bosa
On l'a appris tout récemment, là, mais la saison, c'est finito à cause de ce genou. Mac Jones a eu du mal à trouver son rythme en début de match. Son interception, il va la surmonter. Je crois qu'il a souffert lui aussi d'un problème de genou en cours de rencontre. Ouais, il avait une grosse attelle. Il avait une grosse attelle, il a serré les dents, il s'en est sorti quand même. Il a dit après le match, qu'il avait aggravé en fait la blessure qu'il avait cet été. Il avait un problème au ligament du genou cet c'est une été. distension, je crois. Voilà. Et là, il a aggravé sa blessure, ce qui fait que si Brock Purdy ne revient pas, la présence de Matt Jones pour la semaine prochaine n'est pas garantie non plus. Je suis pas pressé de savoir qui est le troisième. Je peux le dire. Adrian Martinez. Super. Génial. C'est bien. On est pas mal. Je crois. Apparemment, il y a Russell Wilson qui va être disponible aussi. Et dans les bonnes nouvelles, il y a Ricky Pearsall qui s'affirme sur ce match. 8 réceptions, 117 yards. Il va devenir le receveur à un moment donné pour les 49ers. Un seul touchdown offensivement par Kyle Juszczyk, le fullback. La défense qui a été clutch néanmoins quand il le fallait, surtout Upton Stout qui provoque un stop sur une 4e et 9 en milieu de terrain qui aurait pu une 3e et 9 en milieu de terrain qui aurait pu sceller le match en faveur des Cards. Et puis heureusement, comme tu l'as dit, Eddie Pinheiro assure et passe le field goal de la victoire. L'édifice semble fragile quand même. Du coup, c'est Pinheiro. Pinheiro, exactement. Pinheiro le héros. Les cadres se sont montrés à la hauteur, mais l'ensemble reste quand même fragile à San Francisco, notamment une fois de plus à cause des blessures qui s'accumulent déjà. Ils survivent à un match piège. Il va falloir prendre les matchs suivants, et d'autant qu'ils ont un mois d'octobre qui va être musclé avec pas mal de déplacements. Et je confirme que le troisième quarterback, c'est Adrian Martinez, donc pour les San Francisco 49ers. Même question pour toi, Moulier, et pour Vince. On va commencer par toi. Oui, vas-y. J'avais une question, moi, pour Seb. Est-ce que San Francisco ne serait pas une équipe défensive ? Ça va être le fondamental sur lequel ils vont devoir s'appuyer, à mon avis, du moins en l'absence de Purdy et de Kittle, puisque l'attaque, alors je vais pas dire on n'est pas loin du fait qu'elle assure le minimum. Il y a cette utilisation de Christian McCaffrey qui est un petit peu étrange. Alors, utilisation et surutilisation, effectivement, parce que pourquoi continuer à l'envoyer au charbon alors que on a ce qu'il faut sur le banc pour le relever dans ces situations-là. On l'a vu également faire, alors de mémoire, au moins 2 drops, peut-être même 3, ce qui est assez inhabituel chez lui. Sur des passes courtes et des ballons plutôt bien placés. En plus, il y a beaucoup de questions autour de cette attaque qui, là aussi, mais à l'image de l'édifice, qui est, à mon sens, fragile. On sent qu'elle manque d'assurance. Alors évidemment, le QB titulaire n'est pas là, mais les autres cadres font ce qu'il faut. Mais on sent que c'est une attaque qui ne pourra pas se transcender et qui risque d'avoir beaucoup de mal si elle est menée de plus d'un score à la marque. Pour revenir sur quelques chiffres sur McCaffrey, pour reparler de son utilisation et sa surutilisation, 17 portées hier, sur 20 portées en tout pour les Niners, et il est visé 15 fois sur 38 lancés de Mike Jones vers ses receveurs. Donc ça fait toutes les 2,5 fois il est lancé. C'est la balle est lancée vers lui. C'est pour dire la surutilisation qu'il a, notamment derrière, tu en as parlé Seb, mais le gros contact qu'il prend sur la 4e et 3, je crois, ou 4e et 4, c'est vraiment un très gros contact qu'il prend, et j'ai vraiment eu peur pour lui parce que il ne peut rien faire. On l'envoie au charbon, la balle est donnée entre lui et le défenseur qui arrive plein badin. Ça aurait pu très mal finir. Est-ce que c'est pas le signe d'une attaque qui doute ? C'est un quand tu donnes autant à ton running back star, surtout des passes courtes. Est-ce que c'est pas ce qu'on a vu à un moment donné avec les Chiefs quand ils doutaient dans leur attaque, où on survisait Kelsey quand il était en grande forme? C'était un peu ça. On cherchait des repères, on cherchait un peu des choses. Là, on cherche des repères ailleurs. Le problème, c'est qu'on ne donne pas de temps de jeu, comme l'a dit Seb.
Kittle serait valide, c'est lui. Je suis certain que c'est lui qui serait surutilisé en l'absence de Joanne Jennings et de Brock Purdy. À la passe. Sur la passe. Est-ce que Shanahan a confiance en Mac Jones, a une vraie confiance en Mac Jones? C'est une vraie question aussi, parce que si tu lui donnes à faire des passes à ton running back, donc forcément pas des grandes passes, des longues, est-ce que c'est pas il n'y a pas quelque chose là-dedans? C'est le jeu de Shanahan, hein, moi je trouve. Hein. Oui. Après le jeu de Shanahan, il y a un passif aussi. On va pas lui demander de gagner des matchs, on va lui demander de pas les perdre. Voilà. Et Matt Jones, en fait, j'ai l'impression qu'il est utilisé un peu comme il l'était quand il a réussi chez les Patriots, c'est-à-dire que on lui fait faire des lancers qu'il sait faire, et quand tu regardes par exemple les lancers sur Ricky Pearsall, c'est 90% voire 95% du temps le même lancer, c'est-à-dire un tracé croisé, et il lance au milieu des hash-marks. Matt Jones, Ricky Pearsall qui arrive, qui prend le ballon, voilà. C'est que ça, ces lancers-là. Et d'ailleurs, sur l'interception, c'est le même tracé qui est dessiné, et sauf que le défenseur anticipe parfaitement et coupe la trajectoire avant Ricky Pearsall. Mais c'est exactement la même chose. En fait, tu regardes les tracés qui sont faits, t'as l'impression que c'est vraiment, on lui fait faire le minimum parce que pour qu'il tienne la baraque. Et au final, Matt Jones, ça fait 2 matchs qu'il est derrière le centre, et ça fait 2 victoires pour les 49ers. Je pense qu'il leur demande pas plus, hein, de toute façon. Pour l'instant, il ramène des victoires. C'est l'essentiel. Pour en revenir à Christian McCaffrey, je viens de vérifier, il en a 82% de snaps offensifs joués depuis le début de la saison. 82%, donc 84,7% hier, dimanche. Donc ça fait vraiment, c'est encore une fois une utilisation qui est très très importante. C'est quasiment la même que ce qu'il avait lors de sa première saison à San Francisco, où il avait 81% des snaps joués. Donc on en revient à cette utilisation-là qui avait déjà été à l'époque, on l'avait questionné en disant il l'utilise beaucoup. S'ils vont pas finir par le casser, c'est reparti dans cette surutilisation de Christian McCaffrey. Alors forcément, quand tu as un quarterback qui n'est pas le quarterback titulaire, tu t'appuies sur ton jeu de course, c'est une vraie soupape de sécurité, comme dirait Vince, Christian McCaffrey. Mais c'est vrai que c'est une surutilisation qui peut poser question, surtout chez quelqu'un d'aussi fragile que le numéro 23 des 49ers. Yaya, Vince, quelque chose à ajouter sur le match ou on passe à la suite? Moi j'ai posé mes questions à Seb. Bon voilà, Seb, notre spécialiste des 49ers. C'est son équipe. Hein. Et puis non, mais on a pu en parler parce que c'est vrai que les 49ers, jusque-là, on les laissait un peu sous le radar parce qu'on va nous dire, oui, victoire contre la Nouvelle-Orléans, oui, d'accord. Victoire contre les Seahawks, oui, c'était pas flamboyant. Là, c'était pas flamboyant non plus, mais au moins, ça permet d'en parler un petit peu. Maintenant qu'ils doivent être flamboyants, c'est en janvier qu'il faut être flamboyant et gagner les matchs. Donc, il faut y aller. Avec cette grosse info de la blessure de Nick Bosa aussi. Ça, par contre, qui risque de faire mal. Après, Seb l'a quand même dit et l'a sous-entendu. La victoire des Niners se joue aussi par l'absence de main ou les gants en mousse. Je ne sais pas ce qu'ils avaient de certains joueurs des Cards, et notamment le catch de Melvin Harrison. Des fois, on parle de drop. Bon, ça arrive, c'est dans le lancer. Là, il faut le revoir, mais il est vraiment tout seul. Et quand tu dis 8 yards, Seb, je pense que tu es gentil. Hein. Je pense qu'il y en a peut-être 10 ou 15. Il y a absolument personne. Moi-même, je ne l'ai pas cru quand je l'ai vu lorsque j'ai regardé la rencontre cet après-midi. La défense était battue pour une fois. C'est rare. Hein, c'est un sophomore qui était ultra attendu l'an passé, qui a été éclipsé. Qui n'a pas été le receveur qui a fait le plus de bruit la saison passée, et cette année il step up pas, quoi, Marvin Harrison. Il y a un vrai souci. Il y a un vrai problème parce qu'ils en attendent beaucoup plus, les Cardinals. Ils en attendent beaucoup plus. Et surtout que tu as un quarterback qui là maintenant doit donner sa pleine mesure. Non, mais justement, j'allais y venir, mais il court pas. On connaissait mobile et il a été beaucoup moins mobile hier. Alors, la défense a été forte. En fait, bizarrement, la défense des Niners hier, c'est là-dessus que je voulais finir, mais elle a été pas trop dans le pass rush frontal, mais elle a vachement contenu les extérieurs. Seb, si tu me
si tu seras d'accord avec moi, mais j'ai trouvé qu'ils ont moins mis l'accent sur le centre du jeu, le centre du terrain, mais par contre beaucoup plus sur les edges, qui ont fait un boulot pour contenir les courses extérieures monstres, et ça, techniquement parlant, c'est très très bien joué, et surtout, c'est une grosse clé pour tous les futurs adversaires des Cardinals, je pense. Alors moi, oui, vas-y, Seb répond, et après j'ai un truc sur Kyler Murray. Oui. Très brièvement, c'était un dispositif anti-Kyler Murray, puisque, comme tu l'as dit, Vince, il est redoutable quand il se met à courir, quand il part sur les extérieurs. Notamment. Et il a peur à l'intérieur. Il ira pas à l'intérieur, mais sur les extérieurs, on sait qu'il est redoutable, et je pense que c'est également ce que redoutait San Francisco, et ce que devraient redouter tous les adversaires des Cardinals de toute façon, parce qu'on sait que ça peut très très mal se terminer. Donc oui, c'était la preuve qu'il y avait quand même un plan de match établi pour cette rencontre. Après, moi, je trouve que Kyler Murray dans son jeu de course a été intelligent parce que justement il n'en a pas trop fait. Des fois on lui reprochait les autres années de courir un peu à tort et à travers. Alors tant qu'il avait James Conner, déjà ça aidait forcément après la blessure. Bon, ça a été peut-être un petit peu plus compliqué, mais si on regarde ses stats, c'est 6 portées de ballon, 37 yards, ça fait 6,2 yards par course. C'est quand même c'est pas mauvais. Alors il a pas fait un match à 100 yards au sol, mais je trouve qu'il a utilisé ses jambes quand il fallait. Il y avait des fois où c'était pas forcément des jeux dessinés, mais vous voyez qu'il avait pas de receveur ouvert, où il n'hésitait pas à aller chercher une première tentative sans aller en chercher beaucoup plus. Il sortait ou il slidait à la fin de la première tentative. D'ailleurs, à un moment, il a slidé, si je me rappelle bien, juste avant la ligne de première tentative, il a raté le first down, vraiment il me semble que c'était lui qui a slidé juste avant. Donc voilà. Bon, voilà, pour moi, Kyler Murray, il a fait un match, il a fait un bon match. Après, la défense de San Francisco cette année, faut se la coltiner quand même. C'est quand même pas rien. On va passer rapidement à 2 autres matchs qu'on va faire un petit peu plus rapidement. Les Texans de Houston qui sont battus par les Jacksonville Jaguars. C'est peut-être l'une des grosses surprises de ce début de saison NFL. Les Texans sont à 0-3. Aucune victoire pour Houston depuis le début de saison, des défaites contre les Rams, des défaites contre les Jaguars, et j'ai perdu celle de la semaine dernière. Les Buccaneers à domicile. Les Buccaneers. Voilà. 3 défaites pour les Texans, une défaite là 17-10 contre les Jaguars. Yaya, est-ce que c'est la crise à Houston? Houston, on a un problème? Oui, Houston, on a un problème. Alors, souvent, la pièce était retombée du bon côté les 2 dernières saisons. Là, ils ont un petit peu le retour de bâton. Il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu cet été Laremy Tunsil. Ouais. Ça fait du dégât sur la ligne. Déjà qu'ils prenaient beaucoup de sacs, c'est beaucoup plus compliqué. Ils ont perdu Diggs. Il y a beaucoup de choses à refaire dans cette équipe. Alors, ils sont arrivés, ils ont pris un back-to-back de division. Un peu la première année, un peu à la surprise générale. L'année dernière, ils ont confirmé, mais là cette année, c'est un peu plus compliqué. Surtout que là, on perd contre un rival de division en plus. Et en plus, on perd contre. Pardon, excuse-moi, je te laisse. Mais tu vois, moi j'ai l'impression que c'est un peu retour à la normale. Est-ce que c'est une équipe qui mérite 0-3 ? Je pense pas, mais le problème c'est que ils ont joué 2 fois à l'extérieur, ils ont perdu à domicile contre les Bucks. Ben, ils traînent comme un boulet leur défaite à domicile. Là sur le match, bon ben c'est tu perds contre les Jacks qui c'est un petit peu c'est la roulette russe les Jacks. S'ils sont bien lunés, si Trevor Lawrence est bien luné, ça peut tourner. Et si toi, et puis sur leur défense, fait des stops, mais des sacs, ça va tout de suite plus compliqué. Je pense que c'est une vraie alerte. Ils ont, enfin, ça va être compliqué de revenir dans la division, surtout cette division qui est là, puisque tout le monde va battre les Titans. Et pour revenir, va falloir gagner 2 fois les Cowboys. Les Colts, pardon. Justement, juste avant de te donner la parole, Vince, il y a un vrai état d'urgence la semaine prochaine si Houston ne gagne pas, parce que ils jouent les Titans à domicile à Houston. Si là, ils ne battent pas les Titans, ils vont gagner. Non, mais ils vont gagner. S'ils ne gagnent pas, parce que derrière, les journées suivantes, c'est
déplacement à Baltimore, déplacement à Seattle, réception des 49ers, réception des Broncos. D'en vous dire que vaut mieux prendre la victoire contre les Titans, hein, parce que derrière, c'est quand même coton, mon Vince. Tu m'as coupé l'arbre sous le pied. J'avais justement le calendrier des Texans et c'est là où je voulais en venir. Et quand j'ai coupé Yaya tout à l'heure, je voulais aussi dire qu'ils perdent, mais en plus, ils perdent contre une équipe des Jags qui, somme toute, ne fait pas non plus un très gros match, et c'est ça qui fait peur, c'est-à-dire que Trevor Lawrence se limite à 20 sur 40, 50% de complétion, c'est pas non plus énorme, 56 de rating, pardon, pour les rendre anglaises, c'est pas exceptionnel, bon, 222 yards quand même à la passe, hein, c'est pas rien, mais je veux dire, 20 sur 40, ça fait un peu léger. Donc, ouais, cette équipe des Texans, c'est assez poussive. Les 3 défaites, surtout, il n'y en a pas un contre un réel contender qu'on nomme contender en fait de la saison. Alors peut-être les Rams vont être un peu, encore une fois, un poil à gratter, mais ouais. Alors c'est pas des vrais contenders, mais c'est pas des équipes. Tu vois, c'est des équipes qu'on place. D'accord. C'est pas des peintres non plus. Tu vois, c'est des playoffables, okay. On va dire. C'est des équipes qui peuvent faire playoff sur un bon run, comme ils peuvent être juste après les playoffs, juste derrière la ligne de playoff. Ils feront les playoffs, mais mais voilà, ce que je veux dire, c'est que mais les Texans, ils attendent mieux. C'est quand même 2 fois. Ils ont les 2 dernières années, ils ont fait les pas les finales de conférence, mais juste avant. Les Divisional Round. Voilà. Donc, on attend mieux d'eux. Ils ont de l'expérience. On peut pas dire qu'ils n'ont pas d'expérience maintenant. Le coaching staff a l'expérience, connaît cette équipe, connaît cette situation. Donc, non, on attend mieux d'eux, clairement. T'as un truc à ajouter, Seb, ou pas? Ou on passe à la suite? Tout est compliqué pour Houston actuellement. C'est leur 3e défaite. Ça fait 3 matchs au cours duquel ils marquent moins de 20 points. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que il y a beaucoup de fautifs, en fait, dans leurs échecs. L'O-line est suspecte, d'accord, mais il y a des turnovers, il y a des passes droppées, il y a des pénalités. En fait, il y a tout. Il y a Stroud qui est obligé systématiquement, quasiment, quand il veut lancer, de sortir de sa poche parce qu'elle s'effondre, ce qui rend ses lancers compliqués. Le jeu au sol, 87 yards en 19 tentatives, c'est quand même pas terrible. Et le souci, c'est que moi, je me demande quel est l'axe d'amélioration pour ce club cette saison. Ça va être très compliqué et j'ai peur que leur saison soit très très bonne. Je me régale déjà de la suite parce que je sais qu'Yaya va adorer le match suivant. On va en parler vraiment 2 minutes avant de faire tous les résultats de la semaine. Les Falcons d'Atlanta battus 30-0 par les Panthers, lui qui adore cette franchise des Falcons. J'ai rien contre les Falcons. Non, attends, tiens. C'est une franchise qui est ultra dysfonctionnelle, qui sait pas gagner un match. Mais j'ai rien contre eux, je les aime plutôt bien d'ailleurs. Non, mais ça permet de passer le bonjour à Cory. Je les mets dans les franchises qui servent à rien. Voilà. Et on salue Jordan aussi, le fan des Falcons de TPO. Mais attends. Jordan qui, pour une fois, est une équipe qui a gagné avec le PSG. Donc le pauvre, tu vois, il a su ce qu'était la victoire. Il a fini la lose. 18 sur 36, 172 yards, 2 interceptions, aucun touchdown. Ça a été une journée dure pour Penix, qui a été impuissant, si j'ose dire. Bon, Yaya. Il les a toutes faites. C'est génial. Mais oui. C'est vrai qu'il a tout mis à côté. Le coup de la panne. Voilà. Il aurait bien besoin de Viagra, c'est ça que tu veux dire? Quand rien ne va. Je pense que. Remettez Kirk Cousins, remettez. Mais il a joué hier. Oui, il a joué en fin de match. Hein. Il a été brillant. Il a été brillant d'ailleurs. Il a eu 2 fois plus de rating que son titulaire. Mais voilà, 5 sur 7, 29 yards pour Kirk Cousins. Oui, évidemment, c'est la solution à tous les problèmes. Ouais, je pense que moi, ce qui m'énerve, c'est que tu vois, ils ont Bijan Robinson qui va être gâché. Ah bah ça, oui. Drake London, Kyle Pitts, Drake London, c'est 3 talents sur une attaque de skills players qui vont être gâchés, qui vont avoir la carrière gâchée parce que il y a rien autour, quoi.
Ouais, C'est une énigme. Honnêtement, c'est une énigme. Et puis là, il n'y a rien eu. C'est même pas, ils ont été en position de marquer, ils ont bien avancé, ils ont bien drivé. Il n'y avait rien. Il y a eu quelques éclairs de génie de Bijan Robinson. Mais franchement, quand il passait la mi-terrain, c'était déjà un exploit, quoi. C'était vraiment très, très, très compliqué pour Atlanta. Et alors, attention, parce que la suite, peut-être que Vince allait en parler, mais la suite, c'est Commanders, Bills et 49ers, les 3 prochains matchs. Autant vous dire qu'il va falloir montrer autre chose. Hein. Non, alors j'allais pas parler de ça, mais j'allais parler un peu du déroulé du match avec 30-0, on l'a dit pour les Panthers. Pourtant, 15 first down seulement pour les Panthers, 17 pour les Falcons, 55 jeux pour les Panthers, 66 pour les Falcons. C'est dire qu'ils ont tout essayé, ils n'ont rien réussi. Tout est passé à côté. Les plans de jeu, je sais pas d'où ils venaient. Pour tout dire, après, ceux qui ont regardé le Red Zone, on n'a pas beaucoup vu ce match parce que clairement, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Il faut dire ce qui est. Non, c'est plat. C'est plat. La défense des Falcons ne tient pas. Par contre, il faut dire quand même un petit coup de chapeau à la défense des Panthers. Je les attendais pas là. Les matchs à 0 points encaissés, c'est pas tous les jours. Donc, ok, l'attaque des Falcons a été très poussive, mais à noter quand même 0 points concédés par les Panthers. Bon, Seb, un avis sur ces Falcons? Alors, faut se calmer un petit peu. Très mauvaise journée au bureau pour Michael Penix Jr., mais une fois de plus, on parle d'un quarterback qui a même pas fait 10 starts encore en NFL. Donc, je veux dire que des matchs à côté desquels il passe il va y en avoir d'autres. Ils ont quand même battu les Vikings la semaine dernière. Alors, je comprends que pour eux, ça soit un peu l'ascenseur émotionnel de se prendre une raclée pareille. Du côté des Panthers, la grosse performance, à mon avis, c'est surtout que Bryce Young n'a pas fait de turnover, ce qui est tout de même une forme d'exploit pour lui depuis le début de cette saison, hein, parce qu'il en est quand même à 5 depuis le début de la saison 2025. Donc, il a marqué un touchdown en plus sur course. Ça n'a pas été brillant, mais il a fait ce qu'il fallait pour garder son attaque à flot. C'est la défense des Panthers qui fait le match. Il y a un pick 6 de Charles Smith-Wade, il y a une interception de Mike Jackson. Il y a le linebacker qui a 9 plaquages et qui était partout sur le terrain. Donc, rien d'extraordinaire. Je ne pense pas que les Panthers se soient d'un coup découvert une défense alors qu'ils ont été l'une des plus mauvaises de la ligue sur les 2 dernières saisons. Non. C'est un match qui s'est joué sur les manquements du quarterback adverse, de Michael Penix Jr., mais une fois de plus, je pense que ça en fait pas un joueur à brûler pour autant. Alors bien sûr, ça leur complique la tâche pour leur conquête de l'AFC Sud. Ça va être intéressant. De NFC Sud, pardon, il est tard, ma langue a fourché. Décidément, les divisions ce soir. Ah non, mais ce soir, les divisions sont pas nos amis, hein, c'est dingue. On va voir comment ils vont se comporter. On va voir comment ils vont se comporter la semaine prochaine face aux Commanders. Ça va être instructif, mais bon, je pense qu'on va être d'accord, même si Atlanta avait gagné ce match contre Carolina de façon convaincante, c'est pas pour autant qu'ils partaient favoris contre Washington la semaine prochaine. Ça va être surtout intéressant de voir comment ils vont encaisser cette défaite, s'ils vont vraiment la prendre en plein menton mais rester debout, ou si c'est le début d'une dégradation pour eux. Je ne le souhaite pas, ni pour eux, ni pour leurs fans d'ailleurs. Mon Yaya. Moi, j'ai une question parce que Bryce Young qui gagne un match, c'est un peu comme l'année dernière, tu vois. Moi, je me demande si c'est pas un quarterback d'automne et quand c'est l'été, il gagne pas. Et il est capable de gagner qu'à partir du 20 septembre. Mais après, tant mieux parce que quand même, on rappellera que les 3/4 de la saison régulière, c'est en automne, donc ça va, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Vaut mieux que ce soit un quarterback d'automne qu'un quarterback de printemps. Oui. Tout à fait. Sinon, ils joueraient en UFL, ça me permet de saluer Jus.
Exactement. Bonne news. Voilà, mais alors moi, ce qui m'étonne dans ce match-là, c'est la défense d'Atlanta qu'on avait vu superbement performante la semaine dernière contre les Vikings, et qui là semble complètement passer à côté, quoi. C'est vraiment du tout au tout d'un match à l'autre, parce que franchement, la semaine dernière contre les Vikings, c'était assez impressionnant. Donc, et allez savoir si les Panthers vont être la vraie surprise de la saison. Ils vont chez les Patriots, alors on saluera Wake, mais ça va être une victoire facile pour eux. Ils reçoivent les Dolphins, ils reçoivent les Cowboys, ils vont chez les Jets. Imaginez qu'ils prennent les 4 prochains, ils se retrouvent à 5-2. Ça serait vraiment, vraiment inattendu. Mais sinon, tu fais des rendez-vous des fois avec Bertrand sur les prédictions audacieuses. Ça serait drôle. Moi, je trouve que ça serait drôle de voir les Panthers à 5-2. Entre Bertrand qui attend encore les 7 victoires des Giants. D'ailleurs, le décompte est Mathématiquement, toujours on bloqué peut. à 0. Mathématiquement, on peut. Spoiler alerte, il n'y a toujours pas de victoire, hein, comme on l'avait un peu annoncé. Vous avez encore 14 matchs pour avoir cette victoire. Mathématiquement, c'est faisable, mais la fenêtre se referme un peu plus chaque semaine, messieurs. Il y a une chatière, là. Ouais. Bon. Bref. Non, par contre, Ray Morris, peut-être le premier coach viré. Ah bah ça, il y a un monde, par contre, parce que il y a lui et McDaniel, ils se tirent la bourre, là, quand même, un peu. Hein. Si les Falcons perdent les 3 prochains, ils sont à 1-5. Ah bah c'est lui. Je pense qu'il veut. Mais est-ce que McDaniel ne sera pas viré avant? Est-ce que McDaniel va tenir jusque-là? Parce que lui, une défaite la semaine prochaine contre les Jets et il est dehors, hein, je pense. Hein. Donc, voilà, ça dépend. C'est vrai qu'Atlanta 1-2, c'est décevant, quoi, par rapport à ce qui pouvait être annoncé en début de saison. On les voyait beaucoup, jouer avec la division. Plus fringant. Il y a d'autres équipes qui sont 1-2 qui sont décevantes aussi. Hein, mais bon. Bref, allez. Et le problème pour les Falcons, le problème pour les Falcons, c'est aussi d'avoir déjà perdu contre les Buccaneers, qui seront, on va pas se le cacher, sans doute leur principal rival pour le titre de la division. Ils ont déjà une défaite dans le museau contre le principal rival. Donc déjà, ça va être un peu embêtant. On récapitule tous les scores de cette 3e semaine de NFL. Ça avait commencé dans la nuit de jeudi à vendredi avec la victoire des Bills de Buffalo sur les Dolphins de Miami, 31-21, dans un match qui a été plus serré que prévu. Ça a été assez indécis assez longtemps. Dimanche, les Vikings n'ont fait qu'une bouchée de la superbe défense des Bengals, 48-10 pour les Vikings, qui jouaient pourtant sans leur quarterback titulaire JJ McCarthy, remplacé merveilleusement par Carson Wentz, mais surtout s'appuyant sur une défense des Vikings impressionnante. Alors j'ai plus la liste des stats en tête, mais il y a au moins 2 interceptions. Il doit y avoir, il y a un pick six sûr, il y en a peut-être même 2. Il y a deux pick six. Non, il y a des fumbles forcés. C'est un pick six, c'est un fumble remonté par le même joueur. Premier joueur de l'histoire, Isaiah Rodgers, a provoqué 2 fumbles, remonté un fumble pour TD et a marqué un pick six dans le même match. Et donc une grosse victoire des Vikings, et forcément les questions autour de Jake Browning et des Bengals ne vont pas s'arrêter cette semaine. Les Steelers qui s'imposent 21-14 face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans un match où les Patriots ont presque tout fait pour perdre. Ils ont eu énormément de possibilités de remporter ce match. Il y a eu des pertes de ballons, bref, ça a été assez difficile pour les Patriots qui sont à 1 victoire et 2 défaites depuis le début de la saison. Les Colts d'Indianapolis s'imposent eux 41-20 face aux Titans. Alors d'aucuns diront ce n'était que les Titans en face. Il n'en reste pas moins que les Colts continuent leur parcours sans faute. 3-0, un Daniel Jones qui est en pleine forme. Oui, mon Yaya. Et le punter qui a enfin rentré sur le terrain. Et le punter qui a punté 1 fois. C'est un punt en 3 matchs. C'est une stat incroyable quand même. Pour les Colts. Et on en parlera plus longuement ce mercredi des Colts d'Indianapolis. On fera notre podcast du milieu de semaine sur cette surprise Colts. Notamment, on parlera aussi des Buccaneers de Tampa Bay. Les Jaguars, on l'a dit, se sont imposés 17-10 face aux Houston Texans. Les Panthers s'imposent 30-0 face aux Falcons. On en a parlé. Les Eagles gagnent 33-26 face aux Rams. Ça aussi, on en a parlé. Les Buccaneers qui s'imposent de justesse une nouvelle fois 29-27 contre les Jets dans une fin de match complètement folle. Les Jets qui reprennent l'avantage, puis finalement les Buccaneers sur un coup de pied à la dernière seconde qui parviennent à s'imposer. Les Jets, Aaron Glenn a dit
nous ne sommes plus les mêmes vieux Jets qu'avant. Same old Jets. Bon, visiblement, si, ils sont un peu laissés toujours un peu. Aaron Glenn nominé, et je pense qu'il va recevoir le prix de la meilleure danse de célébration pour l'histoire de la saison là. Incroyable. Surtout quand tu sais que derrière ils perdent. C'est ça qui est... oui, mais sa danse c'est vraiment rigolote. C'est ça qui est le plus drôle. Les Commanders s'imposent sans trop trembler 41-24 face aux Raiders de Las Vegas. Les Browns s'imposent 13-10 face aux Packers, on en a parlé. Les Chargers qui battent les Broncos 23-20. Tu veux dire quelque chose, mon Vince? Un mot, peut-être. Une oraison funèbre, peut-être. Non, mais très bonne défense des Broncos malgré le match. On perd ce match. On field goal à la dernière minute. 4 sacs, je crois, 5 sacs pour les Broncos. 14 QB hits, ça prouve encore cette défense qui est vraiment très très rugueuse. Par contre, on commence à voir un peu les limites du système. Alors, je sais pas si c'est Bonix ou Shane Payton. Moi, j'ai du mal à cerner un peu les deux. Mais j'ai de plus en plus de mal. Vous pouvez ressortir le podcast. Je l'ai toujours dit en podcast. Je me méfie un peu de cette deuxième année de Bonix. Je sais pas où est la limite, mais je pense qu'il y a Shane Payton Bonix. Je sais pas si ça fit vraiment bien. On a vu plusieurs fois Bonix s'énerver sur son coach. L'attaque va pas. Il y a un caillou dans la chaussure et c'est pas un petit caillou. Un caillou dans le sabot, du coup. Après attention, je sais pas que c'est les Broncos qui ont joué. Les Chargers sont très bien joués et font un très 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 bon début de saison. Et les Chargers qui ont battu leurs 3 rivaux de division sur les 3 premiers matchs. C'est rare de commencer par 3 matchs de division et les Chargers, eux, ont fait 3-0 dans la div déjà. Autant dire que c'est plutôt pas mal parti. Les Seahawks, tu parlais de très bonne défense. Les Seahawks qui ont battu la terrible défense des Saints 44-13 dans une journée parfaite pour la course au first pick pour la Nouvelle-Orléans. Seulement 6 points pour les Seahawks en deuxième mi-temps. C'est dire que la première mi-temps, comme elle était... voilà. Ouais. Oui, non, mais ça, c'est parce que, en fait, il faut qu'on vous raconte, Vince, il espère toutes les semaines que les Saints vont faire pire que ces Broncos il y a quelques années contre Miami. Sauf qu'on lui fera pas ce plaisir-là, tu vois. Ou alors, on ira jusqu'au bout du projet et on le fera contre les Giants, tu vois. J'y ai cru. Là, dans ce cas-là, 38 points à la mi-temps, j'y ai cru. Les 73, ils étaient pas loin. Mais... Si on en prend 80 par les Giants, c'est qu'on sera allé au bout du projet, tu vois. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Non, ne faites pas ça parce qu'on va entendre parler trop souvent. Là. C'est pas possible. Les 49ers qui s'imposent 16-15 face aux Cardinals, les Bears de Chicago qui battent facilement les Cowboys 31-14 avec notamment un Caleb Williams très très en jambes, comme quoi quand il a un peu plus de temps c'est plus facile pour lui. Par contre les Cowboys c'est un peu inquiétant quand même. Avec un joli Fistaker aussi. Perte de 17 points contre Chicago, c'est pas fou. 0 points après la mi-temps. Et enfin, tenez-vous bien les amis, dans le match des équipes qui n'avaient pas encore gagné, les Chiefs de Kansas City ont signé l'exploit monumental en allant battre les Giants à New York. Autant dire que c'est pas vraiment difficile, 22-9 pour les Chiefs. Alors tout n'a pas été parfait, loin de là, mais l'essentiel est acquis puisque les Chiefs s'imposent donc et partent avec leur première victoire dans cette saison 2025. Vont-ils lancer une nouvelle dynamique? Nous le saurons dès la semaine prochaine. Comme d'habitude, nous enregistrons ce podcast le lundi. Nous n'avons pas encore le résultat. Donc, entre les Ravens de Baltimore et les Lions de Détroit, mais nul doute que ce sera un match particulièrement sympathique à suivre entre deux très belles attaques. Le duel entre Amon-Ra St. Brown d'un côté, Zay Flowers de l'autre, Jahmyr Gibbs, Derrick Henry, bref, ça risque d'être très explosif. Normalement, si je dis ça, le match devrait se finir sur un 6-3. Alors, un 3-0, c'est bien parti comme ça. Comme je vous le disais, jeudi, on se retrouve pour un podcast où on va parler des Colts et des Buccaneers, qui est la vraie surprise de ce début de saison 2025. On en parlera. Et je vous rappelle, parce que c'est très important, qu'à partir de jeudi, la France et notamment la région parisienne accueillent l'Euro de flag football. Les équipes de France masculines et féminines seront au parc interdépartemental des sports de Choisy-le-Roi. Jeudi, vendredi, ce sera les phases de poule, quart de finale qui commencent vendredi soir et les matchs de classement, demi-finale et finale le samedi. L'accès est entièrement gratuit le jeudi et le vendredi. N'hésitez donc pas à aller y faire un petit tour si vous êtes du côté de la région parisienne. Et si vous y allez vendredi ou samedi, eh ben on pourra même se croiser là-bas.
Donc comme ça, on viendra vous faire vous viendrez faire un petit coucou à l'équipe de The Playoff. Et quand je dis l'équipe de The Playoff, c'est le seul courageux qui va se déplacer pour le road flag, à savoir moi-même. Voilà. Ça, c'est comme ça. Mais vous aurez l'honneur de rencontrer le meilleur d'entre nous, c'est déjà bien. Merci mon Seb, merci Vince, merci Yaya d'avoir été ici. Merci bien sûr à vous tous les auditeurs qui nous écoutez toujours de plus en plus nombreux. On se dit à dans 2 jours pour un nouvel épisode de Tailgate. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, bye.